L'actualité politique de Guillaume Durand sur Radio Classique et Paris Première. Donc bienvenue Alain Juppé. Est-ce que vous avez eu l'impression hier matin d'être ciblé par François Hollande ? Vous savez, l'inconvénient d'être favori dans les sondages, et je pense ça avec beaucoup de prudence, c'est qu'on reçoit tous les scuds de tous les côtés. Donc je m'y attendais. Non, ce qui m'a frappé hier dans le propos du président de la République, c'est son aveuglement. Il nous dit que la France va mieux. Or, personne ne le croit. C'est quand même embêtant pour un chef d'État. J'ai même réalisé d'État. un petit clip avec Marilyn Monroe pour lui fêter son 4e anniversaire d'accession au pouvoir. Et en plus, ce qu'il dit n'est pas juste. Quand il nous dit, par exemple, que la situation économique s'améliore, ce n'est pas exact. Notre croissance reste inférieure à celle de nos principaux partenaires. Mais elle augmente. Oui, très faiblement, beaucoup moins qu'hier. Nous créons quelques emplois, mais insuffisamment pour faire face à la montée de la jeunesse et de la démographie française. Et puis, nous ne sommes pas arrivés à tenir nos objectifs en matière d'équilibre des finances publiques. Donc, tout ça est un bilan très contestable. Et ça se traduit par la perte de crédibilité du pouvoir aujourd'hui. Beaucoup de gens considèrent que vous êtes aussi attaqué, ça a été le cas hier dans Le Monde par Nicolas Sarkozy, qui a donné un entretien sur la politique étrangère, en disant qu'au fond, la campagne européenne que nous annonce Alain Juppé, qu'est-ce qu'elle veut dire ? Ça consiste simplement à dire Europe, Europe, Europe. Je transmettrai volontiers à Nicolas Sarkozy le discours que j'ai prononcé il y a 2 mois à Bruxelles, dans lequel je dis ce que j'entends par relancer l'Europe. Moi, je ne me résigne pas à voir aujourd'hui l'Europe rejetée par les opinions publiques. Il faut redonner envie d'Europe, et j'ai proposé toute une série de pistes. Par exemple, mais pas de référendum comme le maire. On fait un référendum sur un projet. Aujourd'hui, faire un référendum sans remettre la France en selle, sans reprendre une initiative forte avec l'Allemagne, c'est faire un cadeau extraordinaire, évidemment, au Front National. Moi, je veux, avant, bâtir un projet européen selon quels grands axes. D'abord, il faut que l'Europe légifère moins et produise moins de normes. C'est insupportable. Elle s'occupe de détails, c'est pas son rôle. Qu'elle relance des vraies politiques dans les domaines prioritaires, comme l'énergie ou le numérique. Qu'elle renforce les mécanismes de la zone euro et surtout qu'elle soit porteuse d'un projet politique, de valeurs, d'une culture, d'une civilisation. Ce ne sont pas simplement des mots. Parce que dans les propos de Sarkozy, il y avait quand même le souvenir de la phrase du général de Gaulle, la chaise, le cabri. Je suis très honoré d'être comparé au général de Gaulle, enfin peut-être par antinomie, si je puis dire. Non, moi j'ai un projet et j'ai surtout une conviction sur l'Europe. Je crois qu'il faut convaincre les Français que nous ne pouvons pas nous séparer les uns des autres. Et les Français le savent bien. Au fond d'eux-mêmes, ils n'ont pas envie ni de sortir de l'euro, ni de sortir de l'Europe. Et c'est ça le divorce qu'il y a en réalité avec le programme du Front National. Si je vous ai posé ces 2 questions concernant François Hollande et évidemment Nicolas Sarkozy, c'est beaucoup de gens, à la fois dans ceux qui vous soutiennent et chez ceux qui vous attaquent, se demandent s'ils allaient, comment peut-on dire, encaisser le choc de la campagne. Écoutez, ça me rappelle quelques souvenirs d'il y a 2 ans. Est-ce qu'il ira jusqu'au bout, voilà, aujourd'hui la question elle est résolue. Donc je suis. C'est à vous de me répondre. Je suis un homme. Pardon ? Non, mais c'est à vous de me répondre. Vous allez avoir 71 ans, je crois. Je viens de le vous 15 août prochain. Je viens de vous répondre en vous disant que j'irai jusqu'au bout, effectivement, et que je tiendrai le choc. D'ailleurs, on le voit dans mes prestations. J'ai pas donné le sentiment jusqu'à présent d'hésiter. Je construis mon projet progressivement, avec les Françaises et les Français. Mes idées ne sortent pas simplement de mon crâne. J'essaie de les confronter au débat. J'ai proposé une vraie stratégie pour la réforme de l'éducation en profondeur. J'ai pris position sur des questions d'autorité de l'État. Absolument. Et là, j'ai désigné mon adversaire prioritaire en économie, c'est le chômage. Le chômage, c'est le fléau qui mine notre société avec des conséquences économiques désastreuses, des conséquences sociales et surtout des conséquences humaines. Et donc, il faut tout focaliser là-dessus. Or, nous avons échoué dans ce domaine, en particulier depuis 2012. On va en parler évidemment de ce programme économique, c'est très important. Mais si je reviens sur ce sujet, c'est parce que vous savez bien que vos concurrents, d'une manière ouverte, pas ouverte, fielleuse, pas fielleuse, on a vu ce qui s'est passé hier au bureau politique concernant les votes de l'étranger. C'est pas si simple que ça, les rapports qui existent actuellement entre vous, par exemple, et Nicolas Sarkozy. C'est normal. Et donc, c'est pas si simple que ça, l'organisation de cette primaire. C'est normal, c'est le jeu de la compétition. Moi, je n'ai que 2 adversaires politiques. C'est d'une part le Front National, dont le programme nous amènerait dans le mur, et je vous conseille la lecture du petit livre de Maël de Calan qui s'appelle La vérité sur le programme du Front National, et d'autre part, le pouvoir actuel, qui est en déliquescence. Monsieur Hollande s'attaque à l'adversaire, il ferait mieux de se préoccuper de sa propre majorité, qui est aujourd'hui complètement fissurée. Donc voilà mes adversaires. Les autres, ce sont des concurrents. Il y aura des différences entre nous. Il y aura des points communs. Voilà, j'envisage ça avec beaucoup de sérénité. La primaire. Oui, bien sûr, il faut la réussir, cette primaire. Et les gens ont envie d'aller voter. Les Français ont envie d'aller voter. Vous en êtes sans doute témoin. On nous demande comment ça va se passer. Est-ce qu'il faudra la carte du parti? Donc il y a tout un travail à faire. Non, il ne faudra pas la carte d'un parti politique. Et elles seront très largement ouvertes. Je pense qu'on peut s'attendre à 3 à 4 millions de participants. Tout simplement parce que les Français n'ont pas envie que ce soit les partis politiques qui décident à leur place. Ils veulent s'exprimer dans le choix du futur champion au présidentiel. Nous sommes en direct avec Alain Juppé. Question, avant de parler justement du programme économique et évidemment d'aborder les nombreuses questions
question d'actualité qui se pose ce matin. C'est la dernière question vous concernant. Nicolas Sarkozy raconte à tout le monde en privé, au fond, Alain Juppé, c'est Balladur. D'ailleurs, vous avez été ministre des Affaires étrangères, si ma mémoire est bonne, de Édouard Balladur et de François Mitterrand. Êtes-vous Balladur 2? C'est-à-dire l'homme qui caracole dans les sondages et qui va s'effondrer. Nicolas Sarkozy connaît bien Balladur, puisqu'il a fait sa campagne, donc il sait de quoi il parle, vraisemblablement. J'ai beaucoup de respect pour Édouard Balladur, qui est une des figures de la droite française. Je rappellerai simplement que j'ai fait dans ma vie politique... combien? Une vingtaine de campagnes électorales. Je n'en ai perdu que 2. Donc voilà, ça me donne une certaine expérience. Et de l'autre côté, par exemple, des gens comme Bruno Le Maire, parce que vous avez travaillé 3 fois avec Nicolas Sarkozy et François Fillon, si ma mémoire est bonne, la défense, les affaires étrangères, l'écologie. Donc l'argument de Le Maire, c'est de dire, au fond, on va voir à la primaire, c'est toujours les mêmes, tous ensemble, qui se représentent devant un électorat qu'ils ont déçu par une défaite en 2012. Oui, écoutez, le renouveau en soi n'est pas un programme politique. Bruno Le Maire a été longtemps directeur de cabinet de Le Pen, il a été ministre dans le gouvernement de Fillon, donc c'est un homme politique qui a aussi de l'expérience. Il ne suffit pas de se dire je suis moderne pour convaincre, il y a aussi une façon ancienne de parler du renouveau. Je vais vous poser une question qui va vous paraître ridicule, mais pourquoi on voterait pour vous? C'est quand même la question de fond. C'est aux Français de le dire, c'est pas à moi de le dire, c'est à vous de le dire en tant que citoyen, et c'est surtout aux Françaises et aux Français. Et apparemment, ça tente un certain nombre de Françaises et de Français. Demandez aux Bordelais pourquoi ils ont voté pour moi depuis 20 ans. Et la dernière fois à 62%. Parce qu'ils me font confiance. Parce qu'ils savent que quand je dis quelque chose, j'essaye de le faire et j'y réussis assez souvent. Et quand est-ce que vous vous êtes dit, vous, le jeune lycéen de Mont-de-Marsan, quand est-ce que vous vous êtes dit, vous, c'est une possibilité de devenir président de la République? Ou c'est un souhait? Je ne sais pas, je ne fais pas d'auto-analyse, en tout cas pas très souvent. Voilà, j'ai consacré vous avez bien le souvenir du jour où vous vous êtes dit, c'est une possibilité? Non, franchement, non. Voilà. Je ne sais pas quand c'est venu dans ma cervelle d'enfant, en tout cas, c'est en 2014 que je me suis dit, aujourd'hui, je peux rendre service à mon pays, et je vais y aller, et je vais continuer. Alors, je voudrais qu'on voit évidemment ce programme économique, c'est important. Il y a donc, je vais donner l'essentiel, si jamais je me trompe, vous m'arrêtez. Il y a donc la retraite à 65 ans, la convergence publique-privée. Il y a donc le maintien du statut de la fonction publique, la fin des régimes spéciaux, la fin de l'ISF, 0 charge pour le SMIC, négociation 35 heures dans l'entreprise, CICE transformé en baisse des charges, l'augmentation de la TVA, la baisse des dépenses publiques 85 milliards, 2 jours de carence pour les fonctionnaires. Donc voilà pour l'essentiel. Est-ce que vous considérez que ce dispositif est suffisant pour qu'on retourne le marché de l'emploi en France? Il faut d'abord en donner la logique, parce que vous avez énuméré à juste titre une série de mesures, mais il faut voir quelle est la logique de tout ça. Qu'est-ce qu'on a essayé de faire jusqu'à présent? Partager le travail. 35 heures, et même maintenant on nous dit 32 heures, ça ne marche pas. Ensuite, subventionner des emplois aidés sur des fonds publics qui sont de plus en plus rares, ça ne marche pas. Ma logique, c'est de dire, ce sont les entreprises qui créent des emplois. La droite a maintenu souvent ce genre de dispositif. Peu importe, nous sommes y compris tourné. Oui, mais je l'ai supprimé en 86 avec Édouard Balladur d'ailleurs, et puis on l'a rétabli, c'est Rocard qui l'a rétabli, etc. Non, ce que je voudrais redire, c'est la logique de tout ça. Ce sont des entreprises qui créent les emplois, toutes les entreprises, le plus petit artisan, le commerçant, la TPE, la start-up, la PME, les entreprises de taille intermédiaire. Or aujourd'hui, ces entreprises sont paralysées dans leur capacité à investir et à créer des emplois par un carcan réglementaire et fiscal. Et c'est ça que je propose. Alléger les charges, 0 charge sur le SMIC, pour qu'on puisse créer de l'emploi peu qualifié rapidement. Ensuite, donner la liberté de négociation dans l'entreprise sur le temps de travail, parce que je crois que le dialogue social est particulièrement fécond dans l'entreprise, plus que dans les grands messes interprofessionnelles qui n'aboutissent qu'à des positions idéologiques. Ensuite, rendre le code du travail plus favorable à l'embauche. Combien de fois, je suis sûr que vous l'avez entendu dire aussi, j'ai entendu des patrons de PME me dire, nous n'embauchons pas, parce que si demain nous avons des difficultés économiques, nous ne savons pas combien de temps ça va prendre. Non, je vais déjà très loin. D'un côté, on m'accuse d'aller trop loin, de l'autre pas assez. C'est la bataille politique. Mais ça, c'est le problème de l'équilibre, ça, justement. Moi, je suis équilibré. Tous les autres candidats de droite considèrent qu'il faut aller plus loin dans le libéralisme. Non, ce n'est pas vrai. Regardez les programmes, ce n'est pas vrai. La seule différence avec le programme de François Fillon, mais non, regardez dans le détail, pas dans les déclarations, c'est que moi, j'envisage de supprimer 250 000 postes dans la fonction publique sur 5 ans. Ça représente
Il y a 5 600 000 fonctionnaires. Donc il faut bien voir la mesure de tout ça. Ça représente 4,5%. François Fillon propose d'en supprimer 600 000. Ben, je lui dis bonne chance et chiche. Donc voilà, je suis, je crois, équilibré avec cette politique. Je voudrais rajouter une dernière chose sur l'ISF. J'ai bien conscience que parmi mes propositions, c'est celle qui passe le plus mal. Toutes les autres sont bien acceptées, si j'en crois un sondage qui a été fait après la publication de mon livre. Or, il y a là un travail de conviction à faire. Qu'est-ce que c'est que l'ISF? C'est un impôt qui fait fuir l'argent des Français qui ont de l'argent. Il y a des Français qui ont de l'argent. Il y en a qui sont pauvres, hélas. Tous les autres et sur lesquels, bien sûr, mais surtout ceux qui ont de l'argent, ils vont ailleurs. Et on le sait bien, ils partent, ils investissent ailleurs. Or, le problème de nos entreprises, c'est que l'argent français revient dans nos entreprises. Nous taxons le capital beaucoup plus que le revenu du travail, contrairement à ce qu'a dit M. Hollande hier. Il nous a expliqué que la droite voulait taxer le capital moins que le revenu du travail. Je ne veux pas vous accabler de chiffres, mais j'ai donné des chiffres dans mon livre. Aujourd'hui, quand une entreprise distribue 100 € à ses actionnaires, en France, il en reste 3 après l'ISF. Donc, supprimer l'ISF, c'est bon pour l'emploi, c'est bon pour l'investissement, c'est bon pour le développement de nos entreprises et la compétitivité. Le climat social dans lequel on est en train de discuter ce matin, tous ceux qui manifestent aujourd'hui, les problèmes de l'ISF, ça leur passe par-dessus la tête. Oui, on bien parle entendu. de la loi travail, on est dans un système de violence. Bien entendu, mais ça, ils ne désarment pas. Je le comprends assez bien. Pourquoi? Parce que, écoutez-les, qu'est-ce qu'ils disent? Nous avons été trahis. Est-ce que M. Hollande a annoncé les mesures qu'il veut faire prendre aujourd'hui, en 2012? Il a dit exactement le contraire. Son ennemi à lui, c'était la finance. Et aujourd'hui, la star du gouvernement, c'est quelqu'un qui vient de la finance. Donc, évidemment, les électeurs du PS et les députés du PS, ils sont un peu perdus. Ils ne comprennent plus ce qu'on veut leur faire faire. Et vous avez le sentiment que si vous annoncez, si par exemple vous mettez en chantier un certain nombre d'ordonnances, vous arriverez à faire passer dans le pays, y compris auprès de la CGT, de Force ouvrière, de l'UNEF, des mesures qui sont exactement celles qu'elles combattent idéologiquement. C'est mon choix. Je crois qu'au cours des récentes élections présidentielles, sauf peut-être en 2007, mais j'y reviendrai, on n'a pas annoncé la couleur. Les candidats n'ont pas dit véritablement ce qu'ils allaient faire. Je l'ai dit pour M. Hollande, en 2012, il n'a pas dit qu'il réformerait le Code du travail. Moi, ce que je veux faire dans les 100 jours qui précéderont l'élection, pas dans les 100 jours après, dans les 100 jours avant, c'est d'avoir un vrai débat avec les Français. En leur disant, voilà ce que je vous propose. Effectivement, nos retraites, les retraites de nos enfants, ne seront pas viables. Donc il y aura des ordonnances sur la fiscalité, sur le travail. Si on ne décale pas l'âge légal de départ à la retraite à 65 ans, c'est une évidence, quand la durée moyenne de vie est aujourd'hui de 82 ans. Je le dirai. Et les Français me donneront mandat ou pas. S'ils ne sont pas convaincus, s'ils ne veulent pas de ces réformes, ils ne m'éliront pas. S'ils m'élisent, ce sera pour faire cela. Et je pense que ça me donnera la légitimité et la force nécessaires. Comme vous le dites, il faudra légiférer par ordonnance, mais aussi par des lois normales. Il faudra surtout donner de la visibilité, de la stabilité. Ce qui perd aujourd'hui les investisseurs, c'est que la règle du jeu change tous les 6 mois. Et parmi mes propositions, il y a l'idée d'avoir une loi de programmation fiscale qui indique très clairement les mesures qui seront prises sur 5 ans. Pourquoi vous n'êtes pas d'accord avec Nicolas Sarkozy sur le choc fiscal, les 20 milliards ? Je peux dire que je n'étais pas d'accord. Moi, je propose 28 milliards au total. Mais les entreprises, en grande partie, mais les particuliers. Parce qu'il faut choisir. C'est pas 20 milliards qu'il propose, c'est 50. Je dis comment on boucle. Parce que si on baisse les impôts, il faut faire des économies. Mais ceux qui nous écoutent, qui sont des électeurs, ils se disent c'est très bien les entreprises, mais moi. Ah ben moi, bien sûr, mais les promesses électorales, c'est la saison est ouverte. Regardez M. Hollande, il en promet tous les jours. On a fait le compte. Il a même promis des baisses d'impôts. Il y a déjà 8 milliards de dépenses non financées dont nous hériterons en 2017. Moi, c'est pas mon style. Je me cible sur ce qui m'apparaît prioritaire. La priorité, c'est de remettre nos entreprises en situation de créer des emplois. C'est pas un bon argument pour l'électorat de droite, ceux qui nous écoutent par exemple ce matin, de leur dire finalement, votre feuille d'impôt va On va pas forcément bien sûr que ça fait plaisir à tout le monde de promettre des impôts. Et d'ailleurs, je prends des engagements sur les familles. Oui. Les familles ont été matraquées depuis 2012. Je propose de relever le plafond du quotient familial, ce qui aidera les familles des classes moyennes. Je propose également d'améliorer les déductions fiscales pour l'emploi à domicile. Voilà une très grosse bêtise qui a été faite par Hollande. On sait très bien que on crée beaucoup d'emplois grâce au chèque emploi-service qui permettait de recruter des aides ménagères, des aides pour la garde d'enfants, des aides pour les seniors. Eh bien, on a aggraver le statut fiscal de ces emplois et le résultat, c'est qu'ils ont chuté rapidement et brutalement. Je propose de leur redonner une chance. Et les régimes spéciaux, pardonnez-moi l'expression, on les fout en l'air ou pas ? Les régimes spéciaux, j'avais essayé en 95. C'est la seule réforme sur laquelle j'ai reculé en 95 parce que toutes les autres, je les ai faites, contrairement à ce qu'on raconte, en particulier la réforme de l'assurance maladie. Elle n'est toujours pas faite. Le principal régime spécial aujourd'hui, celui qui concerne le plus grand nombre de fonctionnaires, c'est celui... Je vous pose la question. Non, j'entends bien. C'est celui des fonctionnaires. Eh bien, je propose
que les nouveaux fonctionnaires, ceux qui seront recrutés dans les années qui viennent, parce qu'il y aura toujours des recrutements, évidemment, eh bien, ils soient dans le régime général de la sécurité sociale, comme les agents du privé. Je propose aussi un certain nombre de mesures d'équité. Nous avions créé dans la fonction publique, avant 2012, parce qu'il y a eu de bonnes mesures avant 2012, ce qu'on appelait la journée de carence. Pendant 2 jours, si vous avez un petit mal de tête ou de dos, eh bien, vous n'êtes pas indemnisé. Ça avait eu des effets immédiats sur l'absentéisme, qui avait chuté. Les socialistes, par pure démagogie, alors que la mesure avait été acceptée, les ont supprimés. Et l'absentéisme est reparti à la hausse. L'absentéisme dans la fonction publique ne peut pas rester en l'état, et donc je propose de rétablir 2 jours de carence. Ce qui est intéressant dans la conversation, c'est que vous avez au moins l'honnêteté de dire qu'il y a beaucoup de choses que vous allez faire maintenant que vous n'avez pas pu, vous ou votre majorité, faire jusqu'à présent. Ça veut dire qu'en grande partie, finalement, depuis Valéry Giscard d'Estaing, les campagnes électorales, à droite comme à gauche, ont été des grands concours de mensonges. Non, ce n'est pas vrai, vrai. On a fait... Non, on a fait les réformes. La fracture sociale, il n'y en a pas eu. Changer la vie, on l'a pas changé. Changer la vie, c'est un objectif que je ne proposerai pas aux Français parce que c'est pas un homme politique qui change la vie. En revanche, on a fait des réformes qui ont réussi. J'ai fait, moi, la professionnalisation des armées. Si aujourd'hui nous avons une armée de grande qualité avec un grand professionnalisme, c'est parce que cette réforme a été faite. La réforme de France Télécom, on l'a faite. C'était une administration. Vous n'avez pas besoin de la 95 bis. L'université s'est profondément transformée. L'autonomie était, voilà. Donc, dire que la France est incapable de faire des réformes, ce n'est pas exact. Et je pense qu'aujourd'hui, les Français ont compris que ça ne peut pas continuer 95 comme cela. bis, ça n'aura pas lieu. C'est-à-dire la France dans la rue, en train de vous conspuer, alors que maintenant vous êtes populaire. La grande différence avec 95, vous l'avez dit vous-même d'ailleurs, et c'est exact, c'est que Jacques Chirac avait fait campagne sur la fracture sociale, et quand je suis arrivé, qu'est-ce que j'ai découvert? Le trou de la Sécu. Et la nécessité de qualifier la France pour l'euro 2 ans après. Et c'est vrai qu'il y a eu une rupture, un décalage avec ce qui avait été annoncé. Eh bien ça, je veux l'éviter, et j'en suis évidemment tout à fait responsable et je l'assume. Ça, je veux l'éviter pour l'avenir. Je voudrais vous poser un certain nombre de questions là précises qui sont en dehors évidemment de votre programme, mais qui me paraissent importantes. D'abord, les policiers manifestent aujourd'hui. On est passé bizarrement, après l'affaire de Charlie Hebdo, d'un amour de la police à une haine de la police. La mise en cause de nos policiers par certaines organisations est insupportable. On voit des affiches qui sont totalement injurieuses. Nos policiers aujourd'hui sont harassés. Ils sont en première ligne, ils sont agressés, ils sont confrontés à des mouvements violents. Il faut les soutenir parce qu'ils sont là pour assurer l'ordre public. Et je voudrais leur dire ma confiance. C'est la mauvaise gestion par le gouvernement des affaires publiques et de l'état d'urgence qui a provoqué cette situation. Il faut faire respecter la loi avec beaucoup plus de détermination qu'on ne le fait aujourd'hui et soutenir nos policiers. Donc Cazeneuve n'est pas le héros qu'on présente. De ça, je ne veux pas porter d'appréciation. Je pense qu'il faut des résultats, et les résultats ne sont pas au rendez-vous. On laisse traîner sur la place de la République des manifestations qui sont de plus en plus violentes. Nuit debout au départ, bon, pourquoi pas, permettre aux gens de s'exprimer. Mais on voit bien que ça a complètement dégénéré, que ça a été récupéré par des groupes extrémistes. Donc il faut arrêter ça. Il fallait arrêter. Absolument, il ne faut pas laisser pourrir ce genre de situation. Question Black M. Comment se fait-il qu'Apparu, qui est un de vos partisans, soit non pas favorable, mais considère qu'en annulant ce concert, on fait le jeu du Front National? Il peut nous arriver d'avoir des différences. Moi, je pense que c'est une grosse erreur. Commémorer ce qui est une des plus grandes tragédies de notre histoire. Verdun, 300 000 morts du côté français comme allemand par un concert de rap, c'est, j'ai lu ça quelque part et ça m'a paru très juste, une véritable inculture. Ces tragédies, on les commémore dans le silence et dans le recueillement. Je suis d'accord avec moi-même. Dans le silence et dans le recueillement, et l'idée du concert de rap n'était pas une bonne idée. Ensuite, quand on voit que ça clive complètement, que ça crée de la discorde, deuxième raison pour ne pas continuer. Vous avez changé ou pas? Je ne sais pas. Peut-être. Vous touchez votre petite feuille, là. Sans doute, oui, mais les vierges. Oui. Bien sûr que j'ai changé. Vous n'êtes pas le même qu'il y a 20 ans, pardon. D'abord, d'ailleurs, je n'ai pas la barbe il y a 20 ans. Non, mais je me souviens qu'il y a 20 ans, en 95, on avait fait une émission ensemble, au moment des manifestations, et que ça avait été violent. Enfin, vous aviez été assez violent avec vous? Avec moi, mais c'est pas, je suis pas en train de me plaindre. C'est parce que vous aviez été agressif avec moi, sans doute. Probablement, oui. Non, bien sûr, on ne change jamais véritablement. On a toujours la même ADN, naturellement. Et puis en même temps, si on est le même à 70 qu'à 20, c'est quelque chose qui ne va pas. Donc, on se bonifie, notamment à Bordeaux. Qui vous allez prendre comme Je ne répondrai pas à cette question parce qu'elle est tout à fait prématurée. Mais pourquoi?
parce qu'elle est prématurée, parce que c'est pas l'objectif. On n'élit pas un Premier ministre, on élit un président de la République. Je donnerai la structure de mon gouvernement et je dirai surtout comment je veux gouverner. Moi, je veux des ministres qui soient les patrons de leur administration. Aujourd'hui, les ministres, ça valse tous les 6 mois, sans mauvais jeu de mots. Hein. Je ne sais plus combien de ministres de l'Éducation on a eu depuis 4 ou 5 ans, mais je crois que c'est 4 ou 5. Et donc, dans ce cas-là, qui est-ce qui a le pouvoir quand le ministre change trop souvent? C'est l'administration. Je veux changer ça. Je veux des ministres qui se consacrent véritablement à la direction de leur administration sur la durée. Question, est-ce que votre épouse participera à la campagne à l'américaine? Le seul fait qu'elle soit mon épouse montre qu'elle est déjà totalement impliquée dans la campagne, parce que sans elle, je ne serais pas ce que je suis, naturellement. Très en avant ou mon épouse est une femme discrète, qui connaît bien la vie politique. Elle a été journaliste et elle est très attachée à son métier, donc elle sera à mes côtés, naturellement, mais on n'en fera pas des tonnes. Les fan zones, parce que vous allez accueillir évidemment beaucoup de matchs. L'équipe de Belgique, d'ailleurs les Français, les Bleus sont du côté de chez vous, à Biarritz, en train de s'entraîner actuellement. Est-ce qu'il faut maintenir les fan zones ou les supprimer, comme le suggère Pechnard, l'un des bras droits de Sarkozy? Écoutez, je suis président du club des villes-sites, c'est-à-dire des 10 villes qui organisent l'Euro 2016, Lille, Marseille, Lyon, etc. Et nous en avons délibéré entre nous et nous nous sommes dit, nous ne céderons pas devant la menace des terroristes qui veulent nous faire annuler une manifestation qui sera une grande manifestation festive. Donc nous avons décidé de maintenir les fan zones en prenant des mesures de sécurité extrêmement strictes. Par exemple, à Bordeaux, la fan zone sera là sur la place des Quinconces, il y aura des portiques, il y aura une palpation à l'entrée. Donc on va prendre toutes les mesures de sécurité, mais on ne va pas se laisser étouffer, si je puis dire, par la menace terroriste. Est-ce que c'est vrai que vous avez voté Crévin en 69? Oui, bon, enfin ça, il y a prescription. Pardon, c'était un mouvement. C'est amusant parce que ça veut dire que vous trouviez Pompidou. C'était pas un mouvement idéologique. Ouais. C'était un peu d'impatience, naturellement. Mais il est normal que quand on est un peu plus jeune que je ne le suis, on ait envie de bousculer les choses. Vous avez été lauréat du concours général, comme Léon Blum. Ce sera ma dernière question. Est-ce que vous vous souvenez du sujet de votre oral anormal? Oui, non, pas de mon oral. Je me souviens pas. Je me souviens de mon épreuve d'histoire. J'avais une bonne note, ce qui m'avait permis d'être reçu. Sans doute, c'était les conséquences de la guerre de 14. Est-ce que c'est compatible avec le monde, par exemple, des normaliens, des agrégés, vous l'êtes, des énarques? Est-ce que c'est compatible avec le monde de Xavier Niel, c'est-à-dire le monde d'aujourd'hui? Ça, c'est une vraie question. La culture est un élément essentiel. Moi, je voudrais remettre la culture au cœur de nos politiques publiques. Et qu'est-ce que c'est que la culture? C'est d'abord le savoir, c'est la transmission, c'est le patrimoine. Il a changé, pas simplement. Pardon? Il a changé. Aristote n'a pas changé, mais la transmission. Mais il y a des choses immémoriales qui ne changent pas. Ouais. Et les connaître, ça fait partie de la culture de fond. Qu'est-ce que c'est qu'un homme cultivé? C'est un homme qui a acquis un certain savoir. Et c'est ça qui fait l'unité de la nation. C'est aussi notre patrimoine, notre héritage, notre langue. Connaître la langue française, c'est un enjeu tout à fait fondamental. Puis la culture, c'est aussi la création, bien sûr. C'est la projection vers l'avenir. Et je pense que depuis 2012, on n'a pas assez mis en valeur l'atout formidable que représente pour la France son rayonnement culturel. Mais ça n'empêche pas, bien sûr, il faut concilier les deux. J'attache beaucoup d'importance dans mon livre à l'accueil de ce nouveau monde qui va nous amener des mutations absolument extraordinaires et ça me fascine. Moi, ce qui me fascine, par exemple, c'est les imprimantes 3D. On va faire des tas de choses chez soi avec une imprimante 3D. Oui, construire une maison ou même se fabriquer des produits alimentaires. J'ai vu ça à Rennes il n'y a pas très longtemps. Donc je suis très ouvert à cette modernité, mais ce serait absurde d'opposer modernité et culture. Au contraire, c'est la culture qui est le rempart contre le fanatisme et c'est la culture qui permet de mieux comprendre et de mieux préparer l'avenir. Voilà, Alain Juppé, le livre s'appelle 5 ans pour l'emploi, il est publié aux éditions Lattès, le voici, vous en publierez un sur le calendrier, donc à la rentrée, calendrier donc des mesures que vous proposez aussi, on l'annonce comme un livre plus personnel, ce sera donc au mois de septembre, c'est ça? Oui. Au mois de septembre, merci beaucoup, Alain Juppé était invité en direct de ce matin, donc de Radio Classique et de Paris Première, bonne journée à vous. Merci.